Dans un salon rempli de cadeaux luxueux, un garçon de 8 ans avait la liberté de choisir tout ce que l'argent pouvait acheter. Mais ses yeux se posèrent sur une fille pauvre, aux sandales usées, qui observait timidement dans un coin. Ignorant les jouets, les voyages et les expériences uniques, il demanda à son père de la voir comme sœur. Si cette belle histoire de dépassement et d'amour vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, en continuant. Dans le 16e arrondissement de Paris, là où les façades haussmanniennes et les jardins privés racontent des histoires de fortune et de privilèges, se dressait la demeure des Valmont. Une propriété majestueuse, avec ses colonnes de marbre et ses fenêtres en ogive, qui surplombaient l'avenue Foch comme un navire, dominant la mer. C'était le royaume de Julien Valmont, magnate de l'immobilier dont le nom apparaissait sur les plus prestigieux bâtiments de France. Par cette matinée de printemps, le soleil caressait les jardins parfaitement entretenus de la résidence Valmont. À l'intérieur, Émile, 8 ans, fils unique et héritier de cet empire, regardait par la fenêtre de sa chambre. Ses yeux bleus, d'une intensité troublante, observaient sans vraiment voir. 3 ans plus tôt, Camille Valmont, sa mère, s'était éteinte après une longue maladie, laissant derrière elle un vide que ni les jouets coûteux ni les voyages extravagants n'avaient réussi à combler. « Monsieur Émile, votre petit déjeuner est servi », annonça Madame Dubois, la gouvernante principale, une femme austère qui servait la famille Valmont depuis plus de 20 ans. Émile hocha la tête sans enthousiasme. Il descendit l'escalier monumental, ses pas résonnant dans le silence oppressant du manoir. Madame Dubois l'attendait dans la salle à manger, où un petit déjeuner digne d'un hôtel 5 étoiles avait été dressé. Fruits exotiques, viennoiseries, fraîches, jus pressé à la minute. Tout cela pour un enfant qui n'avait jamais faim. « Votre père sera absent aujourd'hui encore », informa Madame Dubois en versant du chocolat chaud dans une tasse en porcelaine. « Il rentrera pour le dîner. » Encore une journée seule, pensa Émile sans surprise. Depuis le départ de sa mère, son père s'était réfugié dans le travail comme on se réfugie dans l'alcool, pour oublier, pour s'anesthésier. Les rares moments qu'ils partageaient ensemble étaient emplis d'un silence inconfortable, comme si la présence de l'un rappelait à l'autre ce qu'ils avaient perdu. Après le petit déjeuner, Émile fut conduit à l'école par Henri, le chauffeur. L'institution Saint-Louis, établissement privé réservé aux enfants de l'élite parisienne, était son autre prison dorée. Là-bas, il était entouré d'enfants comme lui, riches, privilégiés, et souvent tout aussi seul. Il excellait dans toutes les matières sans y trouver de plaisir particulier. La réussite était une obligation, pas une joie. Ce jour-là, en rentrant de l'école, quelque chose avait changé dans la grande maison. Une voix qu'il ne connaissait pas résonnait dans le hall d'entrée. Une voix de femme, douce et mélodieuse, avec un léger accent du Sud. « Je vous remercie pour cette opportunité, Madame Dubois. Je ferai de mon mieux. » Émile s'approcha discrètement. Dans le hall se tenait une femme d'une trentaine d'années, aux cheveux châtains attachés en un chignon simple. Elle portait une tenue modeste mais propre, et son visage, sans maquillage, dégageait une douceur naturelle. « Madame Rousseau sera responsable de l'entretien des chambres à l'étage Est », expliquait Madame Dubois d'un ton sec. « Elle habitera dans l'aile du personnel avec sa fille. » Sa fille? Émile sentit son cœur s'accélérer. Il n'y avait jamais eu d'enfant dans cette maison, hormis lui. « Oui, ma fille, Léonie », confirma Madame Rousseau en souriant. « Elle a 7. 15 sous, j'espère qu'elle ne dérangera personne. Elle est très sage. Tant qu'elle reste dans les quartiers du personnel, il n'y aura pas de problème, » trancha Madame Dubois. C'est à ce moment qu'Émile remarqua une petite silhouette qui se cachait derrière les jambes de Madame Rousseau. Une petite fille aux cheveux bouclés et aux grands yeux noisettes qui serrait contre elle un carnet usé. Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois depuis longtemps, Émile sentit quelque chose s'éveiller en lui, une curiosité, un intérêt. La petite fille lui sourit timidement, et il sentit ses lèvres esquisser un sourire en retour presque malgré lui. « Émile, vous êtes rentré », constata Madame Dubois. « Veuillez monter dans votre chambre. Mademoiselle Moreau vous attend pour votre leçon de piano. » Émile obéit, non sans jeter un dernier regard vers la petite fille, qui l'observait avec la même curiosité. Les jours qui suivirent, Émile chercha à apercevoir Léonie. Il rôdait près des quartiers du personnel, ralentissait son pas lorsqu'il passait devant la buanderie, espérant croiser la petite fille.
Mais Madame Dubois semblait avoir pris soin de les maintenir séparés, comme si elle craignait une contamination. Mercredi après-midi, alors que sa leçon d'équitation avait été annulée en raison de la pluie, Émile s'aventura dans le jardin arrière. Sous un grand chêne, abrité de la bruine, il aperçut Léonie. Elle était assise sur un banc de pierre, absorbée par son carnet de dessin. Émile s'approcha doucement, fasciné. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demanda-t-il, faisant sursauter la petite fille. « Oh, tu m'as fait peur, » dit-elle en refermant instinctivement son carnet. Puis, reconnaissant le fils de la maison, elle ajouta avec un mélange de respect et de méfiance « Je dessinais juste les oiseaux. »« Je peux voir ?» Léonie hésita, puis ouvrit son carnet. Les dessins étaient simples, mais pleins de vie. Des moineaux, des pigeons, un rouge-gorge. Ce n'étaient pas des œuvres d'art, mais ils capturaient de quelque chose que les photographies, les plus précises, ne pouvaient saisir, l'essence, la vie. « C'est très beau, » dit sincèrement Émile. « Merci, » répondit Léonie, son visage s'illuminant. « Tu dessines aussi ?»« Non, je ne sais pas dessiner. »« Tout le monde peut dessiner, » affirma Léonie avec une conviction enfantine. « Il suffit d'essayer. » Elle lui tendit son crayon et ouvrit une page vierge de son carnet. Émile, habitué à exceller dans tout ce qu'il entreprenait, se sentit soudain intimidé. Que faire si son dessin était médiocre? Mais le sourire encourageant de Léonie balaya ses doutes. Il prit le crayon et commença à esquisser maladroitement un oiseau. « Voilà, » dit-il après quelques minutes, embarrassé par le résultat. « C'est un bon début, » dit Léonie avec diplomatie, et ils éclatèrent de rire ensemble. Ce rire simple et spontané résonna dans le jardin comme une mélodie oubliée. Pour Émile, c'était une révélation. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait ri ainsi, sans contrainte, sans attente. « Léonie !» appela une voix au loin. C'était Madame Rousseau. « Il est temps de rentrer. »« Je dois y aller, » dit Léonie, ramassant son carnet. « Mais on pourrait dessiner encore demain, si tu veux. »« J'aimerais beaucoup, » répondit Émile, une excitation nouvelle dans la voix. Ainsi commença une amitié secrète. Chaque jour, quand leurs obligations respectives le permettaient, ils se retrouvaient sous le grand chêne. Léonie apprenait à Émile à dessiner, et lui parlait des pays qu'il avait visités avec son père. Elle lui racontait des histoires qu'elle inventait, peuplées de créatures fantastiques et d'aventures extraordinaires. Il lui montrait les constellations dans les livres d'astronomie de la bibliothèque familiale. Ils étaient deux enfants que tout séparait, la fortune, le statut social, l'éducation, mais que l'essentiel unissait, la solitude, le besoin d'être compris, le désir de partager. Un soir, Julien Valmont rentra plus tôt que prévu. En passant par le jardin, il aperçut son fils et la fille de la nouvelle employée, assis côte à côte, riant aux éclats. Il s'arrêta, frappé par une vision qu'il n'avait pas vue depuis des années, son fils, heureux. À la fenêtre du salon, Madame Dubois observait également la scène, les lèvres pincées. Cette amitié inappropriée ne présageait rien de... Bon, à son avis, il faudrait y mettre un terme, et rapidement. Dans son bureau somptueux, Julien Valmont s'installa devant son ordinateur, l'esprit troublé par ce qu'il venait de voir. Il ouvrit un email de son assistant. Les préparatifs pour l'anniversaire d'Émile avançaient comme prévu. La liste des cadeaux potentiels s'allongeait chaque jour, des objets rares, des expériences uniques, tout ce que l'argent pouvait offrir. Mais pour la première fois, Julien se demanda si c'était vraiment ce dont son fils avait besoin. Les jours s'écoulaient avec une nouvelle saveur pour Émile. Chaque matin, il se réveillait avec une impatience qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Le monde semblait avoir retrouvé ses couleurs, comme si quelqu'un avait soudain ajusté la luminosité d'un écran trop longtemps assombri. Léonie était devenue son secret, son trésor caché. Leurs rencontres quotidiennes sous le grand chêne étaient des parenthèses enchantées dans l'existence réglée du jeune héritier. Plus que tout, il appréciait la simplicité de leur relation. Avec Léonie, il n'était pas l'héritier Valmont, le fils du magnate de l'immobilier, l'élève modèle de l'institution Saint-Louis. Il était juste Émile, un garçon de 8 ans qui aimait les histoires d'aventure et détestait les épinards. « Aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire des avions en papier », annonça Léonie un après-midi, sortant de sa poche une feuille pliée en accordéon. « Des avions en papier ?» répéta Émile intrigué. « J'en ai déjà vu, mais je n'en ai jamais fait. »« Vraiment ? C'est pourtant simple, » s'étonna Léonie.
Regarde. » Avec des gestes précis, elle déplia son accordéon et commença à façonner un avion. Ses petits doigts travaillaient avec une dextérité surprenante, pliant et repliant la feuille jusqu'à ce qu'un avion parfaitement symétrique apparaisse. « À ton tour, » dit-elle en lui tendant une autre feuille. Émile, habitué à exceller dans tout ce qu'il entreprenait, fut décontenancé par la difficulté de la tâche. Ses plis étaient approximatifs, mais son avion asymétrique. Il fronça les sourcils, frustré. « Je n'y arrive pas, » marmonna-t-il. « C'est normal, c'est la première fois, » le rassura Léonie. « Regarde, je vais te montrer. À nouveau. » Elle guida ses mains avec patience, corrigeant un pli ici, ajustant un angle là. Après plusieurs tentatives, Émile réussit enfin à produire un avion acceptable. « Maintenant, on les fait voler !» s'exclama Léonie en se levant d'un bond. Elle prit son avion entre ses doigts, visa un point invisible au loin et le lança d'un geste fluide. L'avion plana gracieusement dans l'air avant d'atterrir plusieurs mètres plus loin. « Ouah !» s'émerveilla. « Émile, comment fais-tu ça ?»« C'est une question d'équilibre et de force, » expliqua Léonie avec le sérieux d'un professeur d'aérodynamique. « Essaie !» Émile lança son avion, qui fit une embardée avant de piquer du nez dans l'herbe à quelques pas. « Pas comme ça, » rit Léonie. « Tu dois le tenir comme ceci et le lancer en douceur. » Elle se plaça derrière lui, ajusta sa position et guida son geste. Cette fois, l'avion d'Émile vola presque aussi bien que celui de Léonie. « J'ai réussi !» s'écria-t-il, le visage illuminé d'une joie simple et pure. Ce fut à ce moment précis que Madame Dubois apparut au détour d'une allée. Son visage se durcit à la vue des deux enfants. « Monsieur Émile, » dit-elle d'une voix glaciale, « votre professeur de mathématiques vous attend dans la bibliothèque depuis 10 minutes. » Émile se figea, son sourire s'évanouissant instantanément. Il avait complètement oublié sa leçon supplémentaire. « Et vous, jeune fille ?» poursuivit Madame Dubois en se tournant vers Léonie. « Votre mère vous cherche. Le linge ne va pas se plier tout seul. » Léonie baissa la tête, ramassa son avion, en papier, et s'éloigna rapidement, non sans jeter un dernier regard à Émile. « Je suis désolé, Madame Dubois, » murmura Émile. « J'ai perdu la notion du temps. »« Ce n'est pas convenable, » déclara la gouvernante en l'accompagnant vers la maison. « Cette petite fille a ses obligations, et vous avez les vôtres. Votre père n'apprécierait pas que vous négligiez vos études. »« Pour pas jouer !» Elle prononça ce dernier mot comme s'il s'agissait d'une activité particulièrement répréhensible. « Mais Léonie est mon amie, » protesta faiblement Émile. « Monsieur Émile, » soupira Madame Dubois, « vous êtes encore jeune, vous ne comprenez pas comment fonctionne le monde. Les gens comme nous et les gens comme eux n'appartiennent pas au même univers. C'est ainsi. » Ces mots résonnèrent douloureusement dans l'esprit d'Émile. Les gens comme nous et les gens comme eux. Qu'est-ce que cela signifiait exactement? Qu'est-ce qui les séparait, hormis l'argent? N'étaient-ils pas tous deux des enfants, avec les mêmes joies, les mêmes peines, les mêmes rêves? Cette nuit-là, Émile eut du mal à s'endormir. Les paroles de Madame Dubois tournaient en boucle dans sa tête. Il repensait à Léonie, à son sourire, à sa façon de voir la beauté dans les choses les plus simples. En quoi était-elle différente de lui? Parce qu'elle habitait dans l'aile du personnel? Parce que sa mère travaillait pour sa famille? Ces distinctions lui semblaient arbitraires, insignifiantes. Le lendemain, Émile chercha Léonie en vain. Elle n'était nulle, part dans le jardin. Il s'aventura près des quartiers du personnel, espérant l'apercevoir, mais Madame Dubois semblait l'avoir mise à l'écart. Déçu, il retourna dans sa chambre et s'assit devant son bureau, où l'attendaient ses devoirs de mathématiques. C'est alors qu'il remarqua un petit morceau de papier plié en 4, glissé sous sa porte. Il le déplia avec curiosité. « Retrouve-moi, dans la serre à 16 heures. » Son cœur fit un bond. Léonie n'avait pas abandonné leur amitié. La serre était un endroit peu fréquenté du domaine, un bâtiment victorien où poussaient des plantes exotiques que personne ne prenait vraiment le temps d'admirer. À 16 heures précises, Émile se faufila discrètement jusqu'à la serre. L'air y était chaud et humide, empli des parfums entêtants des orchidées et des plantes tropicales. Au fond, dissimulée derrière un imposant palmier, se trouvait Léonie. « Tu es venu ?» s'exclama-t-elle en le voyant. « Bien sûr, » répondit Émile, comme si c'était l'évidence même. « Madame Dubois t'a grondé ?»« Un peu, » admit Léonie. « Maman aussi, elle dit que je ne dois pas te déranger, que tu as des choses importantes à apprendre. »« Tu ne me déranges pas, » protesta Émile avec véhémence.
Au contraire, c'est grâce à toi que je... » Il s'interrompit, cherchant ses mots. « Que tu quoi ?» demanda Léonie, curieuse. « Que je me sens vivant, » acheva-t-il dans un murmure. Léonie sourit, comprenant intuitivement ce qu'il voulait dire. « Regarde ce que j'ai apporté, » dit-elle en sortant de sa poche un petit objet. C'était une figurine grossièrement sculptée dans du bois tendre, représentant un oiseau. « C'est pour toi, » dit-elle en la lui tendant. « Je l'ai faite hier soir. C'est un rouge-gorge comme celui qu'on a vu la semaine dernière. » Émile prit délicatement la figurine, ému par ce cadeau simple mais précieux. « Merci, » dit-il, la gorge serrée. « Je n'ai rien pour toi. »« Ce n'est pas grave, » répondit Léonie. « Les amis n'ont pas besoin de s'offrir des cadeaux tout le temps. » À partir de ce jour, ils prirent l'habitude de se retrouver dans la serre. C'était leur refuge, leur monde à eux. Ils y apportèrent des livres, des jeux, des trésors trouvés dans le jardin, une plume d'oiseau, un caillou brillant, une feuille aux formes étranges. Léonie parlait souvent de sa vie avant Paris. Elle et sa mère vivaient dans un petit village près de Lyon où sa mère travaillait comme serveuse dans un café. Après la fermeture du café, elles avaient dû déménager pour trouver du travail. Léonie décrivait leur ancien appartement, petit mais chaleureux, les voisins bruyants mais gentils, l'école où elle avait des amis. « Ça ne te manque pas ?» demanda Émile, fasciné par ce monde si différent du sien. « Si, parfois, » admit Léonie, « mais ici j'ai toi. » Ces mots touchèrent Émile plus qu'il ne l'aurait imaginé. Pour la première fois de sa vie, il se sentait important pour quelqu'un. Non pas en tant qu'héritier Valmont, mais simplement en tant qu'ami. Un jour, alors qu'ils étaient absorbés dans la lecture d'un livre d'aventure, la porte de la serre s'ouvrit brusquement. Ils se figèrent, craignant de voir apparaître Madame Dubois. Mais c'était Julien Valmont en personne qui se tenait dans l'encadrement. « Papa !» s'exclama Émile, surpris et inquiet. Julien observa la scène, son fils et la fille de l'employé, assis côte à côte sur le sol de la serre, un livre ouvert entre eux. « Qu'est-ce que vous faites ici » demanda-t-il d'une voix neutre. « On lit » répondit Émile, incertain de la réaction de son père. Léonie s'était levée d'un bond, les joues rouges d'embarras. « Je suis désolée, monsieur, » balbutia-t-elle. « C'est ma faute. J'ai proposé à Émile de venir ici. » Julien s'approcha, son visage indéchiffrable. Il jeta un coup d'œil au livre « L'île au trésor » de Robert Louis Stevenson. « Un excellent choix » commenta-t-il simplement. Puis, s'adressant à Léonie, « Tu aimes lire ?»« Oui, monsieur, » répondit-elle timidement. « J'adore les histoires d'aventure. » Un sourire inattendu adoucit les traits de Julien. « Moi aussi à ton âge, » confia-t-il. Puis, se tournant vers son fils, « Émile, n'oublie pas que demain est un grand jour. Repose-toi bien ce soir. » Sur ces mots, il quitta la serre, laissant les deux enfants abasourdis. « Qu'est-ce qui se passe demain ?» demanda Léonie, curieuse. « C'est mon anniversaire, » expliqua Émile. « J'aurai 9 ans. Papa organise toujours quelque chose de grandiose. » Il prononça ce dernier mot sans enthousiasme. Les anniversaires, depuis le départ de sa mère, étaient devenus des événements formels où son père compensait son absence quotidienne par une surenchère de cadeaux et d'attractions. L'année précédente, il avait fait venir un cirque entier dans le jardin, mais Émile aurait préféré une simple journée en compagnie de son père. « Tu n'as pas l'air content », remarqua Léonie avec sa perspicacité habituelle. « C'est juste que... » Émile hésita, cherchant à exprimer ce qu'il ressentait. Papa pense que les cadeaux remplacent tout le reste, mais ce n'est pas vrai. Léonie hocha la tête, comprenant parfaitement. « Ma maman dit que les vrais trésors ne s'achètent pas, » dit-elle doucement. Cette phrase résonna en Émile comme une vérité profonde, qu'il avait toujours connue sans pouvoir la formuler. Les vrais trésors, l'amitié, la complicité, le rire partagé, étaient précisément ce que Léonie lui avait apporté. « Tu viendras demain » demanda-t-il soudain. « À la fête ?» Léonie écarquilla les yeux, surprise par cette invitation. « Moi ? Mais je ne suis pas invitée, et je n'ai pas de cadeau pour toi. »« Je m'en fiche, » affirma Émile avec conviction. « Je veux que tu sois là, c'est tout ce que je demande. » Léonie promit d'essayer de venir si sa mère l'y autorisait. Ils se séparèrent ce soir-là avec une excitation nouvelle. Pour la première fois, Émile attendait son anniversaire avec impatience. Dans son bureau, Julien Valmont contemplait une photographie encadrée sur son bureau. Camille, son épouse, tenant dans ses bras un Émile nouveau-né. Son regard
s'attarda sur le visage radieux de Camille, sur ses yeux rieurs qui semblaient défier l'objectif. « Qu'aurais-tu fait, Camille » murmura-t-il. « Comment aurais-tu géré tout cela ?» Comme toujours, seul le silence lui répondit. Mais ce soir, pour une raison qu'il ne s'expliquait pas, ce silence lui sembla moins lourd, moins accusateur. Peut-être parce que, pour la première fois depuis longtemps, il avait vu son fils réellement heureux. Le grand jour était arrivé. Dès l'aube, la résidence Valmont bourdonnait d'activité. Une armée de traiteurs, décorateurs et techniciens investissait les lieux, transformant le jardin en un spectacle féerique. Des tentes blanches s'élevaient çà et là, abritant des buffets somptueux et des attractions diverses. Une scène avait été montée près de la piscine, où un célèbre groupe de musique pour enfants se produirait plus tard. Dans un coin, un manège avait même été installé, ses chevaux de bois rutilants attendant patiemment les jeunes invités. Julien Valmont supervisait les derniers préparatifs avec une attention méticuleuse. Rien n'était laissé au hasard, des serviettes en soie aux compositions florales, tout devait être parfait. Ce n'était pas seulement l'anniversaire de son fils qu'il célébrait, mais aussi une démonstration de sa réussite, de sa capacité à offrir le meilleur. Dans sa chambre, Émile observait l'agitation depuis sa fenêtre. Il portait un costume sur mesure qui le faisait ressembler à un adulte en miniature, ses cheveux soigneusement coiffés, ses chaussures impeccablement cirées. À ses côtés, Madame Dubois ajustait sa cravate avec des gestes précis. « Voilà, vous êtes parfait », déclara-t-elle en reculant pour admirer son œuvre. « Votre père sera fier. » Émile hocha la tête sans enthousiasme. Il cherchait des yeux Léonie dans le jardin, mais il ne la voyait nulle part. Avait-elle oublié? Ou peut-être sa mère lui avait-elle interdit de venir? « Est-ce que Madame Rousseau travaille aujourd'hui » demanda-t-il innocemment. « Bien sûr, » répondit Madame Dubois. « Avec tous ces invités, nous avons besoin de tout le personnel. Pourquoi cette question ?»« Pour rien, » murmura Émile. À midi, les premiers invités commencèrent à arriver. C'étaient principalement des enfants de l'institution Saint-Louis, accompagnés de leurs parents, avocats, médecins, hommes d'affaires, tous membres de cette élite parisienne qui constituait l'entourage des Valmont. Émile les accueillait poliment, comme on le lui avait appris, mais son regard ne cessait de scruter les alentours, à la recherche d'une petite silhouette familière. La fête battait son plein. Les enfants couraient d'une attraction à l'autre, leur rire se mêlant à la musique qui s'échappait des enceintes dissimulées dans les buissons. Les parents, verres de champagne à la main, s'assemblaient en petits groupes, discutant affaires et potins mondains. Julien Valmont, impeccable, dans son costume 3 pièces, naviguait d'un groupe à l'autre avec l'aisance de l'homme habitué aux mondanités. Mais son regard revenait régulièrement vers son fils, qui semblait étrangement détaché des festivités organisées en son honneur. « Émile n'a pas l'air de s'amuser », remarqua Antoine Mercier, un vieil ami de Julien et parrain d'Émile. « Il est toujours un peu réservé », répondit Julien en observant son fils qui se tenait à l'écart, près d'une table de rafraîchissement. « Depuis que Camille… » Il laissa sa phrase en suspens, mais Antoine comprit. Ils échangèrent un regard empreint de cette complicité que seuls les vieux amis partagent. « Tu as prévu quelque chose de spécial pour les cadeaux cette année ?» demanda Antoine pour changer de sujet. Un sourire énigmatique éclaira le visage de Julien. « Disons que j'ai décidé de faire les choses différemment, » répondit-il. « Tu verras. » À 15 heures précises, Madame Dubois frappa dans ses mains pour attirer l'attention des invités. « Mesdames et messieurs, chers enfants, » annonça-t-elle de sa voix claire et autoritaire, « veuillez vous diriger vers le grand salon. Le moment des cadeaux est arrivé. » Un murmure d'excitation parcourut l'assemblée. Les enfants se précipitèrent vers la maison, suivis plus calmement par les adultes. Émile, lui, traînait les pieds. Il avait abandonné l'espoir de voir Léonie. Le grand salon avait été entièrement réaménagé pour l'occasion. Au centre, une immense table avait été dressée, sur laquelle s'amoncelaient des dizaines de paquets aux emballages luxueux. Mais ce n'était pas tout. Contre les murs, des présentoirs avaient été installés, exhibant des objets qui firent s'exclamer les invités. Il y avait là une collection de maquettes de voitures de course à l'échelle 1/8, répliques exactes, des bolides de Formule 1, dont certaines avaient été signées par les pilotes eux-mêmes.
Plus loin, un télescope astronomique professionnel, identique à ceux utilisés dans les observatoires. Dans un coin, un simulateur de vol dernier cri, avec cockpit réaliste et écran haute définition. Et ce n'était que le début. Julien fit signe à son assistant, Philippe, qui dévoila alors une série de cartes géantes représentant des expériences uniques. Un vol en montgolfière au-dessus des châteaux de la Loire, un séjour dans un véritable château médiéval, une semaine de stage dans les cuisines d'un grand chef étoilé, des leçons particulières avec un champion d'échecs. Les exclamations admiratives se multiplièrent. Jamais les invités n'avaient assisté à une telle démonstration d'opulence, même dans les cercles privilégiés où ils évoluaient. « Émile, » annonça Julien en s'avançant au centre de la pièce, « aujourd'hui, pour tes 9 ans, j'ai voulu te donner le choix. Tous ces cadeaux sont pour toi, mais tu n'en choisiras qu'un seul, celui qui te fait vraiment envie. » Un murmure surpris parcourut l'assemblée. Un seul cadeau? Parmi tous ces trésors? Quelle étrange idée! Émile regarda son père avec étonnement. Ce n'était pas dans ses habitudes de limiter les cadeaux. D'ordinaire, il recevait tout ce qui lui était présenté, et plus encore. « Prends ton temps », poursuivit Julien avec un sourire encourageant. « Réfléchis bien à ce qui te rendrait vraiment heureux. » Émile commença à faire le tour de la pièce, examinant chaque cadeau avec une politesse distante. Les invités le suivèrent des yeux, curieux de voir quel trésor allait retenir son attention. C'est alors que la porte du salon s'entr'ouvrit discrètement. Dans l'embrasure apparut le visage de Léonie, ses grands yeux écarquillés devant le spectacle qui s'offrait à elle. Elle portait une robe simple mais propre, visiblement sa tenue du dimanche, et ses cheveux avaient été soigneusement coiffés en 2 tresses. Le visage d'Émile s'illumina instantanément. Sans hésiter, il traversa la pièce et se dirigea vers la porte sous le regard intrigué des invités. « Tu es venu ?» s'exclama-t-il en prenant la main de Léonie. « Maman a dit que je pouvais venir te souhaiter bon anniversaire », expliqua-t-elle timidement, intimidée par tous ces regards tournés vers elle. « Mais je ne peux pas rester longtemps. »« Entre », insista Émile en l'attirant doucement à l'intérieur. « Je veux te présenter à tout le monde. » Léonie hésita puis se laissa guider dans la pièce. Elle portait à la main un petit paquet maladroitement emballé dans du papier journal colorié. « C'est pour toi, » dit-elle en le lui tendant. « Ce n'est pas grand-chose, mais... » Émile prit le paquet avec révérence, comme s'il s'agissait du plus précieux des trésors. Il l'ouvrit délicatement, révélant un petit carnet relié de cuir usé, dont les pages étaient remplies de dessins, tous ceux que Léonie avait réalisés depuis leur rencontre. « C'est magnifique », murmura Émile, feuilletant les pages, avec émerveillement. « Le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. » Il se tourna alors vers son père, qui observait la scène avec une expression indéchiffrable. « Papa », déclara-t-il d'une voix claire qui résonna dans le silence qui s'était installé. « J'ai fait mon choix. » Julien s'approcha, s'attendant à ce que son fils désigne l'un des cadeaux somptueux disposés autour d'eux. « Je choisis Léonie », annonça Émile, avec une assurance tranquille. « Je veux qu'elle devienne ma sœur. » Un silence stupéfait s'abattit sur l'assemblée. Madame Dubois laissa échapper un hoquet de surprise. Antoine Mercier étouffa un rire nerveux. Les autres invités échangeaient des regards confus, se demandant s'ils avaient bien entendu. Léonie elle-même semblait abasourdie, ses grands yeux passant d'Émile à Julien, incertaine de ce qui se passait. « Émile, » commença Julien d'une voix douce mais ferme, « ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Léonie a déjà une famille, elle a sa maman. »« Alors je veux qu'elle et sa maman vivent avec nous, » persista Émile. « Pas dans l'aile du personnel, mais ici, dans la maison principale. Je veux que Léonie aille à mon école, qu'elle mange à notre table, qu'elle soit ma sœur pour toujours. » Un nouveau silence plus lourd encore s'installa. Les invités commençaient à s'agiter, mal à l'aise devant cette scène inattendue. Certains parents échangeaient des regards entendus, comme si ce incident confirmait leurs soupçons sur l'éducation trop permissive des Valmont. Julien s'agenouilla pour se mettre au niveau de son fils, posant une main sur son épaule. « Émile, nous en discuterons plus tard en privé, » dit-il à voix basse. « Maintenant peut-être pourrais-tu choisir l'un des cadeaux que nous avons préparés pour toi. » Mais Émile secoua la tête avec obstination. « Non, » répondit-il fermement. « Je ne veux rien d'autre, juste Léonie. » Il se tourna vers la petite fille
et lui prit la main, un geste simple mais qui, dans ce contexte, prenait une dimension presque révolutionnaire. « Tu es mon seul vrai ami », lui dit-il avec une sincérité désarmante. « Avec toi, je ne m'ennuie. Jamais. Tu m'apprends des choses que personne d'autre ne m'a jamais apprises. Tu me fais rire. Tu m'écoutes vraiment quand je parle. Je veux que tu restes avec moi pour toujours. » Les yeux de Léonie s'emplirent de larmes. Jamais personne ne lui avait parlé ainsi, avec tant d'admiration et d'affection. « Moi aussi je veux rester avec toi, » murmura-t-elle. « Tu es mon meilleur ami. » Ce moment d'intimité, exposé au regard de tous, créa un malaise palpable dans l'assemblée. Certains invités commençaient déjà à s'éclipser discrètement, prétextant d'autres engagements. Julien, comprenant que la situation lui échappait, prit une décision rapide. « Chers amis, » annonça-t-il en se redressant, « je vous propose de passer dans le jardin, où un spectacle de magie va bientôt commencer. Philippe, veuillez accompagner nos invités, s'il vous plaît. » L'assistant s'exécuta avec soulagement, guidant les adultes et les enfants vers l'extérieur. Bientôt, il ne resta plus dans le grand salon que Julien, Émile, Léonie et Madame Dubois qui se tenait en retrait, les lèvres pincées en une expression de désapprobation évidente. « Madame Dubois, » dit Julien sans la regarder, « pourriez-vous aller chercher Madame Rousseau, je vous prie ?» La gouvernante hésita un instant, puis quitta la pièce à contre-cœur. Une fois seul, Julien s'assit sur un canapé et invita les deux enfants à faire de même. « Émile, » commença-t-il doucement, « ce que tu demandes est compliqué. »« Pourquoi ?» demanda simplement son fils. « Nous avons plein de place, et Léonie et sa maman seraient plus heureuses ici avec nous qu'elles ne le sont dans leur petite chambre. » Julien soupira cherchant les mots justes. « Ce n'est pas une question d'espace, Émile, c'est une question de structure familiale, de convention sociale, de... » Il s'interrompit, réalisant soudain l'absurdité de ce qu'il s'apprêtait à dire. Comment expliquer à un enfant de 9 ans les barrières invisibles mais puissantes qui séparaient les classes sociales? Comment lui faire comprendre que, dans leur monde, on n'adoptait pas la fille de sa femme de ménage sur un coup de tête? « Monsieur Valmont, » intervint timidement Léonie, « je suis désolé si j'ai causé des problèmes. Je peux partir si vous voulez. »« Non, » protesta Émile en lui serrant la main plus fort. « Tu ne pars pas, papa, s'il te plaît. Je n'ai jamais rien demandé d'important. Tous ces jouets, ces voyages, ces cadeaux, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est avoir quelqu'un avec qui parler, avec qui rire, quelqu'un qui me comprend, la paix. » Porte s'ouvrit à nouveau, laissant entrer Madame Rousseau suivie de Madame Dubois. La mère de Léonie avait les traits tirés par l'inquiétude. « Monsieur Valmont, » dit-elle, en s'inclinant légèrement, « je suis désolé pour ce dérangement. J'avais dit à Léonie de ne pas s'attarder, juste de souhaiter un bon anniversaire à votre fils et de revenir tout de suite. »« Il n'y a pas de dérangement, Madame Rousseau, » répondit Julien en se levant. « Au contraire, votre fille a apporté beaucoup de joie à Émile ces dernières semaines, plus que tous les cadeaux que j'ai pu lui offrir. » Madame Rousseau regarda son employeur avec surprise, ne sachant comment interpréter ces paroles. « En fait, » poursuivit Julien, « Émile vient de me faire une demande inhabituelle. Il souhaiterait que Léonie et vous-même viviez dans la maison principale et que Léonie puisse bénéficier des mêmes avantages que lui, école, activités et tout le reste. » Madame Rousseau écarquilla les yeux, prise au dépourvu. « Mais ce n'est pas possible, » balbutia-t-elle. « Je suis votre employé, monsieur. »« Et vous continuerez à l'être si vous le souhaitez, » précisa Julien, « mais dans des conditions différentes. J'ai une proposition à vous faire. Madame Rousseau, une proposition sérieuse que nous discuterons en privé. Pour l'instant, sachez simplement que mon fils a choisi votre fille comme le cadeau qu'il désire le plus au monde. Et je commence à comprendre pourquoi. » Le lendemain de la fête, la résidence Valmont bruissait de rumeurs. Les domestiques chuchotaient dans les couloirs, échangeant des regards lourds de sous-entendus. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Le jeune héritier avait demandé à son père d'accueillir la fille de la femme de ménage comme un membre de la famille. Une situation sans précédent qui bouleversait l'ordre établi de la maison. Madame Dubois, plus rigide que jamais, supervisait le nettoyage post-célébration avec une efficacité glaciale. Son visage fermé trahissait sa désapprobation, mais elle se gardait bien de la verbaliser. Après tout, Julien Valmont était son employeur,
et elle lui devait respect et obéissance, du moins en apparence. Dans son bureau, Julien avait convoqué son conseiller juridique et ami de longue date, maître Laurent Delarue. Les deux hommes discutaient à voix basse, penchés sur des documents éparpillés sur le bureau en acajou. « Tu réalises ce que tu envisages, Julien ?» demanda Laurent en retirant ses lunettes pour se masser l'arête du nez. « Prendre en charge l'éducation d'une enfant qui n'est pas la tienne, lui offrir les mêmes privilèges qu'à ton fils. C'est une responsabilité énorme. »« Je sais, » répondit Julien en se servant un verre d'eau. « Mais tu aurais dû voir Émile hier. Pour la première fois depuis la disparition de Camille, j'ai retrouvé mon fils. Pas l'automate poli qui suit docilement son programme quotidien, mais un véritable enfant avec des désirs, des émotions, des convictions. » Laurent observa son ami avec attention. Ils se connaissaient depuis l'université, savaient gravi ensemble les échelons de leurs carrières respectives. Il avait été témoin de la transformation de Julien après le décès de Camille. Comment l'homme chaleureux et passionné s'était mué en un entrepreneur implacable, tout entier tourné vers la réussite matérielle. « Et cette femme, Madame Rousseau, reprit Laurent, qu'en pense-t-elle ? » « Elle est méfiante, admit Julien, et je la comprends. Ma proposition doit lui sembler irréelle, voire suspecte. » Il se leva et fit quelques pas vers la fenêtre, contemplant le jardin où les dernières traces de la fête étaient en 1907 train d'être effacées. « Je lui ai proposé un nouveau poste, intendante de la maison. Elle superviserait l'ensemble du personnel domestique, avec un salaire conséquent et un appartement dans l'aile est, celle qui est réservée à la famille. Léonie irait à l'institution Saint-Louis avec Émile, et tous ses frais seraient pris en charge. Et elle a refusé, s'étonna Laurent. Elle a demandé du temps pour réfléchir, précisa Julien. Elle craint, je pense, que ce soit un caprice passager d'Émile, et que dans quelques semaines ou quelques mois, tout change à nouveau. Laurent hocha la tête, compréhensif. C'est une crainte légitime, les enfants sont versatiles. Aujourd'hui, cette petite Léonie est la personne la plus importante au monde pour Émile. Mais qu'en sera-t-il dans 1 an, dans 5 ans? Julien se retourna vers son ami, une détermination nouvelle dans le regard. C'est pourquoi j'ai besoin de ton aide, Laurent. Je veux mettre en place un dispositif juridique qui protégera Léonie et sa mère, quoi qu'il arrive. Un contrat de travail en béton pour Madame Rousseau, un fonds pour financer les études de Léonie jusqu'à ses 25 ans, une clause assurant leur logement. Je veux qu'elles aient des garanties écrites, officielles. Laurent siffla doucement, impressionné par la détermination de son ami. « Tu es sérieux, alors ?»« Plus que je ne l'ai été depuis longtemps, » confirma Julien. Pendant ce temps, dans sa chambre, Émile attendait des nouvelles avec impatience. Il avait à peine dormi, trop excité par la perspective de voir son souhait se réaliser. Dans sa tête, tout était simple. Léonie et sa mère emménageraient dans la maison, ils partageraient leurs journées, leurs repas, leurs jeux. Ils deviendraient une vraie famille. Un léger coup à sa porte interrompit ses rêveries. C'était Madame Dubois, le visage plus pincé que jamais. « Votre père souhaite vous voir dans son bureau, monsieur Émile », annonça-t-elle d'une voix neutre. Émile bondit de son lit et se précipita vers la porte, mais la gouvernante l'arrêta d'un geste. « Votre apparence, monsieur Émile », rappela-t-elle en désignant ses cheveux ébouriffés et sa chemise froissée. « Un Valmont se présente ?» Toujours de manière impeccable. À contre-cœur, Émile se laissa arranger par Madame Dubois, qui lissa ses vêtements et disciplina ses cheveux rebelles avec des gestes précis. « Parfait, » déclara-t-elle finalement. « Vous pouvez y aller. » Émile traversa les couloirs au pas de course, son cœur battant d'excitation. Arrivé devant la porte du bureau de son père, il prit une profonde inspiration et frappa. « Entre » répondit la voix de Julien. Émile pénétra dans le vaste bureau où son père était assis, derrière son imposant bureau. À sa droite se tenait Maître Delarue, qu'Émile connaissait bien pour l'avoir souvent vu aux dîners organisés par son père. « Bonjour, papa. »« Bonjour, Maître Delarue », salua poliment Émile. « Bonjour, Émile », répondit Laurent avec un sourire chaleureux. « Ton père me disait justement que tu avais fait une demande très spéciale pour ton anniversaire. » Émile acquiesça vigoureusement. « Oui, je veux que Léonie et sa maman vivent avec nous. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'elles ont accepté ?» Julien échangea un regard avec Laurent avant de répondre. « Émile, les choses ne sont pas si simples, commença-t-il doucement.
Madame Rousseau a besoin de temps pour réfléchir à ma proposition. C'est une décision importante pour elle et pour Léonie. Le visage d'Émile s'assombrit. Mais elles ne veulent pas venir vivre avec nous. Ce n'est pas qu'elles ne veulent pas, expliqua patiemment Julien. C'est qu'elles ont besoin de temps pour considérer tous les aspects de ce changement. Léonie devrait changer d'école, se faire de nouveaux amis. Madame Rousseau devrait assumer de nouvelles responsabilités. Émile baissa la tête, déçu. Dans son esprit d'enfant, tout avait semblé si évident. De plus, intervint Laurent, nous devons mettre en place des garanties juridiques pour protéger les intérêts de Léonie et de sa mère. Cela prend du temps. Des garanties, répéta Émile, confus. Des promesses écrites, simplifia Julien, pour que Léonie et sa mère sachent qu'elles pourront toujours compter sur nous, quoi qu'il arrive. Cette explication sembla rassurer Émile, qui retrouva son sourire. Alors elles vont venir ? C'est probable, répondit Julien, mais pas immédiat. En attendant, tu peux continuer à voir Léonie comme avant. Je parlerai à Madame Dubois pour qu'elle n'interfère plus dans votre amitié. Émile rayonna de joie à cette nouvelle. Merci, papa. Il se jeta dans les bras de son père, un geste spontané qui surprit Julien. Depuis combien de temps son fils ne l'avait-il pas étreint ainsi, sans retenue? Il referma ses bras autour du petit corps, savourant ce moment de proximité retrouvée. Après le départ d'Émile, Laurent observa son ami avec un sourire entendu. « Je commence à comprendre pourquoi tu tiens tant à ce projet, dit-il. Ce n'est pas seulement pour Émile, n'est-ce pas? C'est aussi pour toi. » Julien ne répondit pas immédiatement, pesant ses mots. « Peut-être, admit-il finalement. Depuis la disparition de Camille, j'ai perdu mon chemin. Je me suis noyé dans le travail, dans l'accumulation de richesses, comme si cela pouvait combler le vide qu'elle a laissé. Mais hier, quand j'ai vu Émile avec cette petite fille, j'ai compris que j'avais tout faux. Ce n'est pas avec des choses qu'on remplit une vie, mais avec des personnes. » Laurent hocha la tête, touché par la sincérité de son ami. « Camille serait fière de toi, » dit-il simplement. Dans l'aile du personnel, Isabelle Rousseau et sa fille discutaient également de la proposition qui leur avait été faite. Elles étaient assises sur le petit lit de leur chambre. Léonie blottie contre sa mère. « Mais pourquoi on ne peut pas accepter tout de suite, maman ?» demandait Léonie, impatiente. « Ce serait tellement bien de vivre dans la grande maison, d'aller à l'école avec Émile. » Isabelle caressa les cheveux de sa fille, cherchant les mots justes pour lui expliquer ses réticences. « Ce n'est pas si simple, ma chérie. Monsieur Valmont est très généreux, mais nous ne pouvons pas dépendre entièrement de sa générosité. Que se passera-t-il si un jour il change d'avis, ou si Émile se lasse de toi? » « Émile ne se lassera pas de moi, » affirma Léonie avec la conviction de l'enfance. « On est meilleurs amis pour la vie, on se l'est promis. » Isabelle sourit tristement. Elle aurait aimé préserver cette innocence, cette foi absolue dans les promesses et l'amitié. Mais la vie lui avait appris la dureté du monde, la fragilité des engagements. « Léonie, écoute-moi, dit-elle en prenant le visage de sa fille entre ses mains. Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi, une bonne éducation, des opportunités. Que je n'ai jamais eu. Mais je veux aussi te protéger. Je ne veux pas que tu souffres si les choses ne se passent pas comme prévu. » Les yeux de Léonie s'emplirent de larmes. « Tu ne veux pas qu'on reste ici alors? Tu veux qu'on parte? »« Non. » « Ma chérie, » la rassura Isabelle en la serrant contre elle. « Je veux juste être sûre que si nous acceptons cette offre, ce sera dans des conditions qui nous protégeront toutes les deux. Monsieur Valmont a promis de mettre tout par écrit, avec l'aide de son avocat. Une fois que ce sera fait, nous pourrons envisager d'accepter. » Léonie sécha ses larmes, un peu rassurée. « D'accord. Mais tu promets d'y réfléchir vraiment? Parce qu'Émile était tellement content hier. »« Je promets, » répondit Isabelle en embrassant le front de sa fille. Ce qu'elle ne disait pas à Léonie, c'était la conversation qu'elle avait eue avec Madame Dubois un peu plus tôt. La gouvernante l'avait convoquée dans son bureau sous prétexte de discuter de ses nouvelles attributions. « Madame Rousseau, » avait-elle commencé de sa voix froide, « je me dois de vous mettre en garde. Ce que propose Monsieur Valmont n'est pas conventionnel. »« Je le sais bien, madame, » avait répondu Isabelle avec déférence. « Les gens vont parler, » avait poursuivi Madame Dubois. « Ils vont se poser des questions sur votre relation avec Monsieur Valmont, sur les raisons qui le poussent à s'intéresser ainsi à votre fille. » Isabelle avait senti son visage s'empourprer sous l'insinuation à peine voilée. « Il n'y a rien de tel, avait-elle protesté.
Monsieur Valmont pense seulement au bonheur de son fils. Peut-être, avait concédé Madame Dubois avec un sourire sans chaleur. Mais le monde est cruel, Madame Rousseau. Les rumeurs peuvent détruire des réputations. Pensez à votre fille. Voulez-vous qu'elle grandisse dans un environnement où elle sera toujours considérée comme une intruse, une charité? Ces mots avaient touché Isabelle en plein cœur. N'était-ce pas précisément ce qu'elle craignait? Que Léonie, malgré toute la bonne volonté de M. Valmont, reste toujours la fille de la domestique, jamais vraiment acceptée dans ce monde privilégié. Je dis cela pour votre bien, avait conclu Madame Dubois. Parfois, la meilleure façon d'aimer nos enfants est de les protéger des illusions. Isabelle avait quitté le bureau de la gouvernante profondément troublée. Les paroles de Madame Dubois s'étaient insinuées dans son esprit comme un poison lent, alimentant ses doutes et ses craintes. Pourtant, en regardant maintenant sa fille qui s'était endormie contre elle, épuisée par les émotions de la journée, Isabelle sentait une détermination nouvelle naître en elle. Toute sa vie, elle avait travaillé dur pour offrir un avenir meilleur à Léonie. N'était-ce pas l'opportunité qu'elle avait toujours espérée? Une éducation d'élite, des perspectives que ni elle ni sa fille n'auraient jamais osé imaginer. Mais à quel prix? Celui de leur indépendance? De leur dignité? Un léger coup à la porte interrompit ses réflexions. C'était Philippe, l'assistant personnel de M. Valmont. « Madame Rousseau, dit-il poliment, M. Valmont souhaiterait vous voir dans son bureau demain matin à 10 heures. Il a des documents à vous montrer concernant sa proposition. » Isabelle hocha la tête, sentant le poids de la décision qui l'attendait. « Dites à M. Valmont que j'y serai, » répondit-elle. Après le départ de Philippe, Isabelle resta longuement éveillée, observant sa fille endormie. Quoi qu'elle décide, ce serait pour le bien de Léonie. C'était la seule chose dont elle était certaine. Dans son bureau, Julien contemplait une photographie de Camille et d'Émile, nouveau-nés. Un souvenir d'une époque où tout semblait possible, où l'avenir s'annonçait radieux. « Qu'aurais-tu fait, Camille ?» murmura-t-il. « Aurais-tu ouvert notre maison, notre famille à ces étrangères, ou aurais-tu vu les risques, les complications potentielles ?» Comme toujours, seul le silence lui répondit. Mais au fond de lui, Julien connaissait la réponse. Camille avait toujours eu cette capacité à voir au-delà des apparences, à reconnaître l'essentiel. Elle aurait compris, mieux que quiconque, ce dont Émile avait besoin. Et peut-être, pensa Julien avec un sourire mélancolique, ce dont il avait besoin lui-même. L'automne parisien déployait sa palette de couleurs sur les jardins de la résidence Valmont. Les feuilles des marronniers centenaires viraient au doré, les rosiers offraient leurs dernières fleurs avant le repos hivernal. C'était une saison de transition, de métamorphose, à l'image des changements qui s'opéraient entre les murs de la grande demeure. 3 mois s'étaient écoulés depuis la fête d'anniversaire d'Émile et sa demande inattendue. 3 mois, durant lesquels la vie des Valmont avait connu un bouleversement sans précédent. Ce matin-là, comme tous les matins désormais, 2 enfants descendèrent l'escalier principal côte à côte, cartables sur le dos, uniformes impeccables de l'institution Saint-Louis. Émile et Léonie discutaient avec animation d'un projet de science qu'ils préparaient ensemble, leur voix joyeuse résonnant dans le hall autrefois silencieux. Dans la salle à manger, le petit déjeuner était servi. Julien Valmont, déjà attablé, parcourait les actualités financières sur sa tablette tout en sirotant son café. À son entrée dans la pièce, il leva les yeux et sourit aux enfants. « Prêt pour votre présentation aujourd'hui ?» demanda-t-il en posant sa tablette. « Oui », répondirent-ils en chœur avant de s'installer à table. « Léonie a terminé notre maquette hier soir », expliqua Émile avec fierté. « Elle a fabriqué un système solaire incroyable, avec tous les planètes qui tournent vraiment. » « Les planètes ?» corrigea doucement Léonie, et c'est Émile qui a trouvé comment faire tourner les planètes avec un petit moteur. Julien observait cet échange avec un mélange d'émerveillement et de gratitude. La complicité entre les 2 enfants n'avait fait que se renforcer au fil des semaines. Loin d'être un caprice passager comme certains l'avaient prédit, leur amitié s'était approfondie, nourrie par leur personnalité complémentaire. Émile apportait ses connaissances et ses ressources, Léonie sa créativité et sa joie. « Et de vivre ?»« Où est maman ?» demanda Léonie en se servant un verre de jus d'orange. « Elle est déjà au travail » répondit Julien. « Une livraison importante est prévue ce matin.
elle supervise la réception. Isabelle Rousseau avait finalement accepté la proposition de Julien, non sans avoir négocié fermement les termes de leur arrangement. Avec l'aide de son propre avocat, dont les honoraires avaient été pris en charge par Julien à sa demande, elle avait obtenu des garanties solides, un contrat d'intendante en bonne et due forme, un fonds éducatif pour Léonie placé sous son contrôle exclusif et un appartement indépendant dans l'aile et de la résidence. Sa transition de femme de ménage à intendante principale s'était faite avec une aisance qui avait surpris tout le monde, à commencer par elle-même. Isabelle avait découvert en elle des talents d'organisation et de management qu'elle ne soupçonnait pas. Sous sa direction, le personnel domestique fonctionnait avec une efficacité nouvelle, dans une atmosphère plus détendue. Seule Madame Dubois avait eu du mal à accepter ces changements. Après plusieurs semaines de résistance passive, elle avait finalement présenté sa démission, prétextant des différences irréconciliables de vision. Julien l'avait acceptée avec un soulagement à peine dissimulé, lui offrant une généreuse indemnité de départ en reconnaissance de ses années de service. « Henri vous attend », annonça Julien en consultant sa montre. « Ne le faites pas attendre. Vous savez combien il tient à la ponctualité. » Les enfants avalèrent rapidement leur dernière bouchée, prirent leur cartable et se dirigèrent vers la porte. Avant de sortir, Léonie revint sur ses pas et déposa un baiser sur la joue de Julien. « À ce soir, oncle Julien », dit-elle avec un sourire éclatant. Ce titre d'oncle avait été trouvé par Léonie elle-même, quelques semaines après leur emménagement. Ni M. Valmont, trop formel, ni papa, qui aurait été inapproprié. Oncle Julien marquait parfaitement cette relation nouvelle, ni tout à fait familiale, ni simplement professionnelle, mais empreinte d'affection et de respect mutuel. Après le départ des enfants, Julien resta un moment pensif à table. Qui aurait cru, 6 mois plus tôt, que sa vie prendrait un tel tournant? Lui qui s'était réfugié dans le travail acharné après la disparition de Camille, qui avait construit autour de lui et de son fils une forteresse de luxe et d'isolement, se retrouvait maintenant à la tête d'une famille recomposée, atypique mais bien réelle. Son téléphone vibra, le ramenant à la réalité. C'était un message d'Antoine Mercier. « Déjeuner toujours d'actualité aujourd'hui. J'ai hâte de voir les changements dont tu m'as parlé. » Julien confirma le rendez-vous et quitta la maison pour se rendre à son bureau. Contrairement à son habitude, il ne s'y attardait plus jusqu'à des heures indues. Désormais, il rentrait pour le dîner, parfois même plus tôt, pour partager les fins d'après-midi avec les enfants. Dans les bureaux luxueux de Valmont Immobilier, cette nouvelle attitude n'était pas passée inaperçue. Certains y voyaient un signe d'affaiblissement, d'autres le début d'un désengagement progressif. Julien laissait dire indifférent aux rumeurs. Pour la première fois depuis des années, il avait trouvé un équilibre qui lui convenait. À midi, il retrouva Antoine au restaurant Le 5, leur lieu de rendez-vous habituel pour leur déjeuner mensuel. « Alors, » lança Antoine après les salutations d'usage, « comment se porte la famille Valmont élargie ?» Julien sourit à cette formulation. « Étonnamment bien, » répondit-il sincèrement. « Les enfants sont inséparables. Isabelle s'est révélée être une intendante exceptionnelle. Et la maison est vivante, Antoine. Tu te souviens de cette atmosphère de mausolée qui y régnait? C'est terminé. » Antoine observa son ami avec attention. Il y avait en effet quelque chose de changé chez Julien, un relâchement subtil de la tension qui l'habitait depuis la disparition de Camille, une lumière nouvelle dans son regard. « Et toi, dans tout ça ?» demanda-t-il doucement. « Comment te sens-tu » Julien prit le temps de réfléchir à cette question apparemment simple. « Je me sens plus léger, » admit-il finalement, comme si j'avais porté un poids énorme pendant des années, et que quelqu'un m'aidait maintenant à le porter. « Isabelle ?» suggéra Antoine avec un sourire entendu. Julien secoua la tête, amusé par l'insinuation. « Ce n'est pas ce que tu crois. Isabelle et moi avons une relation strictement professionnelle, basée sur le respect mutuel. Elle est remarquable dans son rôle, et je suis reconnaissant de ce qu'elle apporte à notre foyer, mais il n'y a rien de romantique entre nous. »« Pour l'instant, » insista Antoine avec un clin d'œil. « Antoine. »« D'accord, concéda son ami en levant les mains en signe de reddition. « Mais avoue que c'est une femme exceptionnelle, belle, intelligente, dévouée, et surtout, coupa Julien, pas intéressée. Elle me l'a fait comprendre très clairement dès le début.
Elle est reconnaissante pour l'opportunité que j'offre. À sa fille, mais elle tient à maintenir une distance professionnelle. Antoine haussa les épaules, peu convaincu. Le temps arrange bien des choses, dit-il philosophiquement. Mais passons. Comment se porte notre petit Émile? J'ai entendu dire qu'il avait remporté un prix de science? Le visage de Julien s'éclaira instantanément. Oui, un premier prix pour son projet sur les énergies renouvelables. Il a construit une mini-centrale hydraulique fonctionnelle, avec l'aide de Léonie, bien sûr. Cette petite a un don pour la création manuelle que je n'ai jamais vu chez un enfant de cet âge. Antoine sourit, heureux de voir son ami retrouver l'enthousiasme paternel qui lui avait tant manqué ces dernières années. Et à l'école, comment Léonie s'adapte-t-elle à l'institution Saint-Louis? Ce n'est pas un environnement facile, surtout pour quelqu'un qui vient d'un milieu différent. Le sourire de Julien s'atténua légèrement. Ça n'a pas été facile au début, reconnut-il. Il y a eu quelques incidents désagréables, des remarques, des exclusions. Tu connais ce milieu aussi bien que moi, Antoine. Certains parents ont même déposé une plainte formelle auprès de la direction, prétendant que Léonie n'avait pas sa place dans l'établissement. « Laisse-moi deviner, » intervint Antoine. « La famille Deschamps ?»« Entre autres, » confirma Julien avec un soupir. Mais la directrice a tenu bon. Léonie avait passé les tests d'admission avec brio. Son dossier était irréprochable. Il n'avait aucune base légitime pour refuser son intégration. Et maintenant elle excelle, dit Julien avec une fierté évidente. Première de sa classe en arts plastiques et en littérature, excellente en sciences naturelles. Elle a même été sélectionnée pour représenter l'école au concours régional de poésie. Impressionnant, reconnut Antoine. Et socialement? C'est là que la présence d'Émile a été cruciale, expliqua Julien. Il l'a défendu bec et ongle, l'a intégré à son groupe d'amis. Et puis, tu sais comment sont les enfants, ils se désintéressent vite des scandales qui passionnent leurs parents. Aujourd'hui, Léonie est acceptée comme n'importe quel autre élève. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée des plats. Pendant quelques minutes, ils savourèrent en silence la cuisine raffinée du chef étoilé. « Tu sais, » reprit finalement Antoine, « je t'avoue que j'étais sceptique. Quand tu m'as parlé de ton projet, je pensais que c'était une lubie, que tu cédais à un caprice d'Émile par culpabilité, mais je dois reconnaître que tu avais raison. Je n'étais pas sûr moi-même, admit Julien. J'ai pris cette décision, instinctivement, comme si quelque chose en moi savait que c'était la bonne chose à faire, même si toute ma raison, toute mon éducation me disait le contraire. Camille aurait approuvé, dit doucement Antoine. Julien hocha la tête, touché par cette évocation de son épouse disparue. Elle aurait probablement fait la même chose beaucoup plus tôt, dit-il avec un sourire mélancolique. Elle avait cette capacité à voir au-delà des conventions, à suivre son cœur sans hésitation. Le reste du déjeuner se déroula dans une atmosphère détendue, les deux amis évoquant des souvenirs, discutant de projets professionnels, savourant simplement le plaisir de se retrouver. En rentrant chez lui ce soir-là, Julien fut accueilli par les rires des enfants qui jouaient dans le jardin malgré la fraîcheur automnale. Ils avaient construit une cabane avec des draps tendus entre des chaises et s'y étaient installés avec des livres et des lampes de poche. « Oncle Julien !» appela Léonie en l'apercevant. « Viens voir notre cachette secrète. » Avec un sourire, Julien s'approcha et se pencha pour regarder à l'intérieur de la cabane improvisée. L'espace était confortable, décoré de dessins épinglés au drap et de guirlandes de feuilles d'automne. « C'est magnifique !» apprécia-t-il sincèrement. « Qui a eu cette idée ?»« C'est Léonie, » répondit Émile. « Elle dit que chaque enfant devrait avoir une cachette secrète. Et elle a tout à fait raison, » approuva Julien. « Mais il commence à faire frais. Que diriez-vous de continuer cette aventure à l'intérieur? Vous pourriez installer votre cabane dans la salle de jeu. » Les enfants accueillirent cette suggestion avec enthousiasme et commencèrent à démonter leur installation sous la supervision amusée de Julien. Dans la maison, Isabelle les attendait, vêtue d'un tailleur simple mais élégant qui soulignait sa silhouette gracieuse. Ses cheveux, autrefois toujours strictement attachés, étaient maintenant coiffés en un chignon souple qui adoucissait ses traits. « Bonsoir, monsieur Valmont », salua-t-elle avec un sourire professionnel. « Le dîner sera servi à 19h30 comme convenu. » « Les enfants ont-ils terminé leurs devoirs ?»« Oui, maman, répondit Léonie.
On les a fait tout de suite après l'école. Parfait, approuva Isabelle. Dans ce cas, vous avez quartier libre jusqu'au dîner. Les enfants se précipitèrent vers l'escalier, emportant leurs draps et leurs accessoires pour reconstruire leur cabane à l'intérieur. « Comment s'est passée votre journée ?» demanda Julien à Isabelle une fois qu'ils furent seuls. « Bien, » répondit-elle. « La livraison des nouveaux meubles pour l'aile ouest est arrivée comme prévu. J'ai également reçu les devis pour la rénovation de la serre que vous aviez demandé. » Elle lui tendit une chemise contenant les documents en Saint-Mindicenseur. Question. Leurs doigts se frôlèrent durant l'échange. Un contact bref mais qui sembla les troubler tous les deux. Isabelle détourna rapidement le regard, prétextant une autre tâche à accomplir. « Isabelle » l'appela doucement Julien, avant qu'elle ne s'éloigne. « Je tenais à vous dire, les résultats de Léonie au dernier trimestre sont exceptionnels. Vous pouvez être fier d'elle. » Le visage d'Isabelle s'illumina à ces mots, sa réserve professionnelle cédant momentanément la place à la fierté maternelle. « Merci, » dit-elle avec chaleur. « C'est grâce à vous. Sans cette opportunité... » « Non, » l'interrompit Julien. « C'est grâce à vous. Vous l'avez élevée seule, dans des conditions difficiles, et vous en avez fait une enfant remarquable. Tout le mérite vous revient. » Un silence chargé d'émotions s'installa entre eux. Pendant un instant, Julien crut voir dans les yeux d'Isabelle quelque chose qui dépassait la simple reconnaissance, une lueur plus personnelle, plus profonde. Mais elle baissa rapidement les yeux, reprenant son masque professionnel. « Si vous n'avez besoin de rien d'autre, je vais superviser les préparatifs du dîner, » dit-elle en s'éloignant d'un pas rapide. Julien la regarda partir, troublé par ce moment d'intimité fugace. Antoine avait-il raison? Y avait-il entre Isabelle et lui un potentiel que ni l'un ni l'autre n'osait encore reconnaître? Cette pensée le suivit toute la soirée, tandis qu'ils dînaient tous les quatre, comme la famille qu'ils étaient progressivement en train de devenir. Une famille non conventionnelle, certes, née d'une demande enfantine et de circonstances improbables, mais une famille néanmoins. Et pour la première fois depuis bien longtemps, Julien se sentit véritablement chez lui. L'hiver avait recouvert Paris d'un manteau blanc, transformant les jardins de la résidence Valmont en un paysage féerique. Les arbres centenaires, chargés de neige, semblaient figés dans une immobilité majestueuse. À l'approche de Noël, la demeure s'était parée de décorations élégantes, guirlandes scintillantes, couronnes de houx et, dans le grand hall, un sapin majestueux qui s'élevait presque jusqu'au plafond. Pour la première fois depuis la disparition de Camille, Julien avait investi personnellement dans les préparatifs des fêtes. Autrefois, il déléguait cette tâche à Madame Dubois, se contentant d'approuver ses choix d'un hochement de tête distrait. Cette année, il avait accompagné les enfants pour choisir le sapin, avait passé un après-midi entier à décorer la maison avec eux, et avait même ressorti de vieux albums de famille pour montrer à Léonie comment Noël était célébré chez les Valmont dans le temps. Ce matin-là, à une semaine de Noël, Julien s'attardait dans la salle à manger, après le départ des enfants pour l'école. Isabelle, qui terminait de superviser le rangement du petit-déjeuner, s'apprêtait à se retirer quand il l'interpella. « Isabelle, pourriez-vous vous joindre à moi un instant ? J'aimerais discuter de quelque chose avec vous. » Surprise, elle prit place face à lui, maintenant cette distance professionnelle qu'elle s'imposait toujours en sa présence. « Je réfléchissais au cadeau de Noël pour les enfants, » commença Julien. « Et je me demandais, qu'aimeriez-vous offrir à Léonie si les moyens n'étaient pas un obstacle ?» Isabelle le regarda avec étonnement, ne s'attendant pas à cette question. « Je ne sais pas, » admit-elle. Léonie n'a jamais été très matérialiste. Même quand nous avions peu, elle ne réclamait jamais de jouets coûteux ou de vêtements à la mode. Mais elle doit bien avoir un rêve, quelque chose qui lui tient particulièrement à cœur, insista doucement Julien. Isabelle hésita un instant, puis un sourire tendre adoucit ses traits. Elle parle souvent d'un chien, confessa-t-elle, depuis qu'elle est toute petite. Dans notre ancien appartement, c'était impossible, bien sûr, mais elle n'a jamais abandonné ce rêve. Julien hocha la tête, pensif. « Un chien, répéta-t-il, c'est une excellente idée. Émile en a réclamé un aussi, par le passé. J'ai toujours refusé, prétextant le manque de temps, la responsabilité. Mais en réalité, je crois que j'avais peur de cet engagement, de ce lien vivant, qui nous obligerait à être présents, attentifs.
Et maintenant? Demanda Isabelle, intriguée par cette confession inattendue. Maintenant, je pense que ce serait une bonne chose, répondit Julien avec un sourire. Pour les enfants, bien sûr, mais aussi pour nous tous. Qu'en pensez-vous? Seriez-vous d'accord pour accueillir un chien dans cette maison? Isabelle fut touchée par cette attention. Le fait qu'il sollicite son avis, qu'il la consulte comme si sa voix comptait véritablement dans les décisions concernant la maisonnée. « Je serais d'accord, dit-elle doucement. Léonie serait folle de joie. Parfait, conclut Julien avec satisfaction. Dans ce cas, je vais m'en occuper. J'ai un ami qui élève des Golden Retrievers. Ces chiots sont réputés pour leur douceur et leur intelligence. Ce serait parfait pour une première expérience. Il s'interrompit, observant Isabelle qui semblait perdue dans ses pensées. Il y a autre chose, dit-il après un moment. J'organise, comme chaque année, un dîner de Noël pour quelques amis proches et collaborateurs. Habituellement, c'est un événement assez formel. Mais cette année, j'aimerais que ce soit différent. Plus chaleureux, plus familial. Isabelle hocha la tête, anticipant déjà les préparatifs nécessaires. Je veillerai à ce que tout soit parfait, assura-t-elle. Combien d'invités prévoyez-vous? Une vingtaine, répondit Julien. Mais ce n'est pas de cela que je voulais vous parler. Je me demandais si vous accepteriez, vous et Léonie, de vous joindre à nous pour ce dîner, non pas en tant qu'intendante et fille de l'intendante, mais en tant qu'invitée. Cette proposition prit Isabelle au dépourvu. Depuis leur installation dans la résidence Valmont, elle avait toujours maintenu une séparation stricte entre leur vie professionnelle et personnelle. Partager le quotidien, les repas ordinaires, les moments informels avec les enfants, oui. Mais participer en tant qu'invité à un dîner officiel avec les relations d'affaires de Julien, c'était franchir une ligne qu'elle s'était promise de ne jamais traverser. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, » dit-elle prudemment. « Vos invités pourraient être décontenancés. »« Mes véritables amis comprendront, » affirma Julien. « Quant aux autres, leur opinion m'importe peu. Vous faites partie de cette maison maintenant, Isabelle. Vous et Léonie. Il est temps que le monde extérieur l'accepte aussi. » Il y avait dans sa voix une conviction tranquille qui troubla Isabelle. Depuis des mois, elle luttait contre l'attirance qu'elle ressentait pour cet homme, se répétant que leur relation ne pouvait être que professionnelle, que les différences de statut social, d'éducation, de milieu, creusaient entre eux un fossé infranchissable. Et voilà qu'il parlait de faire tomber ces barrières, de l'intégrer pleinement dans sa vie sociale. « J'y réfléchirai, » promit-elle finalement, ne voulant ni accepter ni refuser sur l'instant. « Merci pour l'invitation. » Julien sembla satisfait de cette réponse. Il consulta sa montre et se leva. « Je dois partir pour le bureau. Une journée chargée m'attend. Mais j'aimerais être de retour pour le goûter des enfants, si possible. Ils m'ont parlé d'un spectacle de marionnettes qu'ils ont préparé. Je veillerai à ce que tout soit prêt, » assura Isabelle en se levant à son tour. Leurs regards se croisèrent un instant, et dans celui de Julien, Isabelle crut lire quelque chose qui dépassait la simple courtoisie professionnelle. Une chaleur, une intensité qui la fit détourner les yeux, troublée. Après le départ de Julien, Isabelle s'absorba dans ses tâches quotidiennes, tentant de chasser de son esprit les implications de leur conversation. Mais ses pensées revenaient sans cesse à cette invitation, à ce qu'elle signifiait potentiellement. Au milieu de la matinée, alors qu'elle vérifiait l'inventaire des décorations de Noël dans le grenier, son téléphone sonna. C'était l'institution Saint-Louis. « Madame Rousseau ?» dit une voix féminine qu'elle identifia comme celle de Madame Lefort, la directrice. « Pourriez-vous venir à l'école dès que possible? Il y a eu un incident concernant Léonie. » Le cœur d'Isabelle se serra. « Est-ce qu'elle va bien ?» demanda-t-elle immédiatement inquiète. « Elle n'est pas blessée, » la rassura Madame Lefort. « Mais il s'agit d'une affaire délicate que je préférerais discuter en personne. »« J'arrive tout de suite, » répondit Isabelle, déjà en mouvement, vers la porte. En arrivant à l'institution Saint-Louis, Isabelle fut conduite directement au bureau de la directrice. Léonie était assise sur une chaise, les yeux rougis, serrant contre elle un cahier dont la couverture était partiellement déchirée. À côté d'elle se trouvait Émile, l'air grave et déterminé. Face à eux, une femme élégante au visage pincé se tenait droite comme un i, une main posée sur l'épaule d'un garçon d'une dizaine d'années, à l'expression boudeuse. « Ah, Madame Rousseau !» accueillit Madame Lefort en se levant. « Je vous remercie d'être venue si rapidement. Je vous présente Madame Deschamps et son fils Victor. »
Isabelle inclina poliment la tête vers la femme qui lui répondit par un regard glacial. « Que s'est-il passé » demanda Isabelle, s'approchant instinctivement de sa fille. « Il semblerait qu'il y ait eu une altercation entre les enfants pendant la récréation, » expliqua Madame Lefort avec diplomatie. Victor aurait pris le cahier de dessin de Léonie et l'aurait endommagé. Émile est intervenu et les choses ont dégénéré. « Il m'a frappé » s'exclama Victor, brandissant son bras où une légère marque rouge était visible. « Il m'a attaqué sans raison. »« Ce n'est pas vrai » protesta Émile avec véhémence. « Tu as arraché le carnet de Léonie et tu as déchiré ses dessins en disant que c'était de l'art de pauvre. Et quand elle a essayé de le récupérer, tu l'as poussé. »« Émile, » intervint Madame Lefort d'une voix ferme, « nous avons déjà établi les faits. Il n'est pas nécessaire de revenir dessus. »« Mais c'est injuste, » insista Émile. « Victor a commencé, et maintenant c'est moi qui suis puni. »« Mon fils n'a fait que dire la vérité, » intervint Madame Deschamps d'une voix hautaine. « Ces dessins sont effectivement primitifs, sans technique ni finesse. À l'institution Saint-Louis, nous avons l'habitude d'un certain niveau d'excellence. Il est normal que Victor ait été surpris par la médiocrité de ses productions. » Isabelle sentit une colère froide l'envahir à ces mots, mais elle se contint, consciente du contexte et de la présence des enfants. « Ma fille a remporté le premier prix du concours régional d'art plastique le mois dernier, » répondit-elle, calmement. « Ces productions, comme vous les appelez, ont été saluées par des professionnels reconnus. Mais là n'est pas la question. Aucun enfant n'a le droit de détruire le travail d'un autre, quelle que soit son opinion sur sa valeur artistique. » Madame Deschamps pinça les lèvres, visiblement contrariée par cette réponse. « Quoi qu'il en soit, » reprit Madame Lefort, « la violence n'est jamais une solution acceptable. Émile sera privé de récréation pendant 3 jours pour avoir frappé Victor. Victor sera également sanctionné pour avoir endommagé les affaires d'une camarade. »« C'est tout ?» s'indigna Madame Deschamps. « Mon fils a été agressé physiquement et tout ce que vous proposez est une punition égale. C'est inadmissible. » « Madame Deschamps, » répondit la directrice avec une fermeté nouvelle dans la voix, « plusieurs témoins ont confirmé que Victor avait provoqué l'incident. La réaction d'Émile était disproportionnée, certes, mais pas immotivée. La sanction me semble équitable. » La mère de Victor sembla sur le point de répliquer, mais se ravisa. Elle se tourna vers Isabelle, la toisant de haut en bas. « Je suppose que nous ne devrions pas être surpris, » dit-elle avec un mépris à peine voilé. « Quand on permet à n'importe qui d'intégrer une institution prestigieuse pour des raisons sentimentales, il faut s'attendre à ce genre de comportement. » Isabelle se raidit, comprenant parfaitement l'insinuation. « Que voulez-vous dire exactement ?»« Madame Deschamps ?» demanda-t-elle d'une voix dangereusement calme. « Oh, je vous en prie, » ricana la femme. « Tout le monde sait comment votre fille a obtenu sa place ici, et comment vous êtes passée de femme de ménage à, disons, une position plus confortable dans la maison Valmont. » Un silence glacial tomba sur le bureau. Madame Lefort, visiblement mal à l'aise, s'éclaircit la gorge. « Madame Deschamps, je vous prierai de... »« Ce n'est pas grave, madame la... »« Directrice ?» l'interrompit Isabelle, son regard fixé sur Madame Deschamps. « Je comprends la frustration de madame. Il doit être difficile d'accepter que la fille d'une simple femme de ménage puisse surpasser son fils, tant sur le plan académique qu'artistique. Mais rassurez-vous, madame, Léonie ne tient pas rigueur à Victor de sa jalousie. Après tout, ce n'est qu'un enfant qui répète ce qu'il entend à la maison. » Le visage de Madame Deschamps vira au cramoisi. « Comment osez-vous » s'exclama-t-elle. « Mon mari siège au conseil d'administration de cette école. Vous regretterez ces paroles. »« Je ne crois pas » intervint une voix masculine depuis la porte. Tous se retournèrent pour découvrir Julien Valmont, élégant. Dans son costume sombre, une expression inhabituellement dure sur le visage. « Monsieur Valmont, » balbutia Madame Deschamps, soudain moins assurée. « Nous ne vous attendions pas. »« Visiblement, » répondit-il froidement. « Madame Lefort m'a contacté, en même temps qu'Isabelle, sachant que j'aimerais être informé d'un incident impliquant mon fils. J'ai fait aussi vite que possible. » Il s'avança dans la pièce, posant une main protectrice sur l'épaule d'Émile, l'autre sur celle de Léonie. « J'ai entendu vos dernières remarques, Hélène, » dit-il en s'adressant à Madame Deschamps par son prénom, ce qui soulignait leur familiarité. « Elles sont non seulement déplacées, mais également diffamatoires. Si votre mari siège effectivement au conseil d'administration,
Je vous rappelle que j'en suis le président. Et je n'apprécie guère que l'on s'en prenne à ma famille. Votre famille, répéta Madame Deschamps avec un rire nerveux. Vraiment, Julien, ne nous faites pas croire que ces gens sont votre famille. C'est ridicule. Ce qui est ridicule, répondit Julien d'une voix glaciale, c'est votre incapacité à évoluer avec votre temps, Hélène. Oui, Isabelle et Léonie font partie de ma famille. Pas par le sang ni par la loi, mais par le cœur et le choix. Un concept qui semble vous échapper. Il se tourna vers Madame Lefort. Je m'excuse pour le comportement d'Émile. La violence n'est jamais acceptable et nous en discuterons sérieusement à la maison. J'accepte pleinement la sanction que vous avez décidée. La directrice hocha la tête, visiblement soulagée par cette intervention qui désamorçait la situation. Quant à vous, Hélène, poursuivit Julien en se tournant à nouveau vers Madame Deschamps, je vous suggère de réfléchir à 2 fois avant de répandre des rumeurs malveillantes sur ma famille. Je ne suis pas homme à menacer, mais je protégerai ceux que j'aime par tous les moyens nécessaires. Sur ces mots, il fit signe à Émile et Léonie de se lever. « Nous rentrons, » dit-il simplement. « Isabelle, vous venez avec nous ?» Elle acquiesça, sans encore secouée par la confrontation, mais profondément touchée par la façon dont Julien l'avait défendue, elle et sa fille. Dans la voiture, le silence régna pendant les premières minutes. Puis Émile, d'une petite voix, s'adressa à son père. « Tu es fâché contre moi, papa ?» Julien soupira, se tournant pour regarder son fils. « Je suis déçu que tu aies eu recours à la violence, Émile. Ce n'est jamais la bonne solution. Mais je suis fier que tu aies défendu Léonie. C'est ce que font les familles. Elles se protègent mutuellement. »« Alors, on est vraiment une famille ?» demanda timidement Léonie, serrant toujours son carnet abîmé contre elle. Julien échangea un regard avec Isabelle, qui sentit son cœur s'accélérer devant l'intensité de ce regard. « Oui, Léonie, » répondit-il avec douceur. « Nous sommes une famille. Peut-être pas comme les autres, mais une famille quand même. » De retour à la résidence, Julien proposa aux enfants d'aller jouer dans la salle de jeu pendant qu'ils discutaient avec Isabelle. Une fois seule dans le petit salon, il lui offrit un verre de vin qu'elle accepta avec gratitude. « Je suis désolé. Pour ce qui s'est passé, » dit-il après un moment de silence. « Les Deschamps ont toujours été difficiles, mais je ne pensais pas qu'Hélène s'abaisserait à de telles insinuations, surtout devant les enfants. »« Ce n'est pas votre faute, » répondit Isabelle, prenant une gorgée de vin pour se donner contenance. « Je savais que certaines personnes réagiraient ainsi à notre arrangement. C'est le prix à payer pour les opportunités que vous offrez à Léonie. »« Non, » dit fermement Julien en posant son verre. « Ce n'est pas un prix à payer. C'est une injustice que vous ne devriez pas avoir à subir, ni vous, ni Léonie. » Il s'approcha d'elle, réduisant la distance qui les séparait. « Ce que j'ai ?» dit à Hélène Deschamps. « Je le pensais, » poursuivit-il, sa voix plus douce maintenant. « Vous et Léonie êtes devenus une partie essentielle de cette maison, de notre vie. Je ne peux plus imaginer notre quotidien sans vous. » Isabelle sentit sa gorge se nouer d'émotion. Ces mots, elle les avait secrètement espérés, tout en se répétant qu'ils étaient impossibles, que la différence de leur monde était trop grande. « Julien » murmura-t-elle, utilisant pour la première fois son prénom sans le titre de « monsieur ». « Je ne sais pas si... » Il posa doucement un doigt sur ses lèvres, l'interrompant. « Ne dites rien maintenant, dit-il. Réfléchissez à ce que vous voulez vraiment, à ce qui vous rendrait heureuse, vous et Léonie. Pas à ce que la société attend de vous, pas à ce que des gens comme Hélène Deschamps pensent être convenables. » Il retira son doigt, laissant une sensation de chaleur sur les lèvres d'Isabelle. « Quand vous serez prête, conclut-il, nous reparlerons de tout cela. En attendant, sachez simplement que mes sentiments sont sincères et qu'ils n'ont rien à voir avec la pitié ou la charité. Ils sont nés de l'admiration, du respect et de quelque chose de bien plus profond que je commence tout juste à comprendre. » Sur ces mots, il s'éloigna, la laissant troublée et émue, son cœur battant d'un espoir nouveau qu'elle n'osait encore nommer. Le jour de Noël avait revêtu la ville d'une lumière particulière. Une fine couche de neige tombait pendant... La nuit recouvrait Paris d'un manteau blanc immaculé, étouffant les bruits habituels de la capitale. Dans la résidence Valmont, l'aube pointait à peine que déjà des exclamations joyeuses résonnaient. « Réveille-toi, oncle Julien.
C'est Noël. Léonie, en pyjama rouge orné de motifs de reine, bondissait sur le lit de Julien, suivi de près par Émile qui, malgré ses 10 ans désormais, partageait l'excitation de sa sœur d'adoption. Julien émergea du sommeil avec un sourire, habitué maintenant à ses réveils énergiques qui avaient remplacé le silence oppressant d'autrefois. Il tendit les bras et attrapa les 2 enfants qui s'y précipitèrent en riant. « Joyeux Noël, les explorateurs !» dit-il en ébouriffant leurs cheveux. « Le Père Noël est-il passé ?»« On ne sait pas encore, » répondit Émile, les yeux brillants. « On t'attendait pour descendre. C'est trop gentil, » sourit Julien. « Laissez-moi juste enfiler ma robe de chambre. »« On va chercher maman, » annonça Léonie en sautant du lit, entraînant Émile avec elle. Julien les regarda partir en trombe, son cœur débordant, de cette joie simple qu'il avait cru perdue à jamais. Après avoir enfilé sa robe de chambre, il se dirigea vers le grand salon où trônait le sapin de Noël. Sous ses branches, des dizaines de paquets aux emballages colorés attendaient d'être découverts. Isabelle arriva quelques instants plus tard, guidée par les enfants qui la tirèrent par les mains. Elle était vêtue d'une robe de chambre en soie bleu nuit, ses cheveux librement dénoués sur ses épaules. Une vision qui fit manquer un battement au cœur de Julien. « Joyeux Noël » dit-elle doucement en croisant son regard. « Joyeux Noël » Isabelle, répondit-il avec chaleur. Depuis l'incident à l'école, 3 semaines plus tôt, quelque chose avait changé entre eux. La barrière invisible qu'Isabelle avait soigneusement maintenue commençait à s'effriter. Elle l'appelait désormais par son prénom, acceptait plus facilement sa présence, son aide, ses attentions. Le dîner de Noël de la veille, auquel elle avait finalement accepté de participer en tant qu'invitée, avait marqué un tournant décisif. Vêtue d'une robe élégante que Julien lui avait offerte pour l'occasion, elle avait brillé par sa grâce naturelle et son intelligence, séduisant même les plus sceptiques des amis de Julien. « On peut ouvrir les cadeaux maintenant ?» supplia Émile, interrompant cet échange silencieux. « Bien sûr, » acquiesça Julien. Mais d'abord, je crois qu'il y a quelque chose de spécial qui vous attend dans la bibliothèque. » Les enfants échangèrent un regard intrigué avant de se précipiter vers la pièce indiquée. Un cri de joie retentit presque immédiatement, suivi de rires et d'exclamations. « Un chiot !» hurla Léonie, revenant en courant, un petit golden retriever dans les bras. « Oncle Julien, maman, regardez, c'est le plus beau cadeau du monde. » Le bas, chiot, une boule de poils dorés aux yeux noisettes, remuait la queue frénétiquement, tentant de lécher le visage de quiconque s'approchait trop près. « Il s'appelle comment ?» demanda Émile, caressant doucement la tête du petit animal. « C'est à vous de décider, » répondit Julien. « C'est votre chien à tous les 2. » Les enfants se consultèrent du regard, semblant communiquer sans parole comme ils le faisaient souvent. « Trésor » déclarèrent-ils à l'unisson. « Trésor » répéta Julien, surpris par ce choix. « Oui » confirma Léonie. « Parce que c'est notre trésor à nous, comme dans les histoires de pirates qu'on lit avec Émile. Et aussi, ajouta Émile avec un regard entendu vers sa sœur d'adoption, parce que maman dit toujours que les vrais trésors ne s'achètent pas. » Isabelle sentit son cœur se serrer en entendant ces mots. Sa phrase, celle qu'elle répétait à Léonie depuis qu'elle était toute petite, reprise maintenant par Émile. Elle échangea un regard ému avec Julien, qui semblait tout aussi touché. « Trésor, c'est parfait », approuva-t-il. Les enfants déposèrent le chiot sur le sol, où il commença immédiatement à explorer son nouvel environnement, reniflant les meubles et les décorations de Noël avec curiosité. « Maintenant, les autres cadeaux », s'exclama Émile en se dirigeant vers le sapin. La distribution des présents commença dans un joyeux désordre. Émile reçut la collection complète de livres d'aventure qu'il convoitait depuis des mois, un télescope pour observer les étoiles et une console de jeux dernière génération. Léonie découvrit avec émerveillement un chevalet professionnel accompagné de peintures et pinceaux de qualité, une collection de livres sur l'art et une tablette graphique haut de gamme. Mais le cadeau qui émut le plus la petite fille fut un écrin de velours contenant un pendentif en forme d'oiseau, identique à celui qu'Émile portait depuis quelques semaines. « C'est comme le tien », murmura-t-elle en regardant son frère d'adoption. « Papa m'a aidé à le choisir », expliqua Émile. « Maintenant on a le même, comme de vrais frères et sœurs. » Léonie se jeta à son cou les larmes aux yeux. « On est déjà de vrais frères et sœurs, idiot », dit-elle affectueusement, « dans notre cœur. » Julien et Isabelle
assistait à cette scène, ému par la profondeur du lien qui unissait les deux enfants. Un lien né d'une rencontre fortuite, nourri par une compréhension mutuelle que beaucoup d'adultes leur envieraient. « J'ai quelque chose pour vous aussi », dit Isabelle, en tendant à Julien un paquet soigneusement emballé. Surpris, il le prit et l'ouvrit délicatement. C'était un album relié de cuir, contenant des dizaines de photographies qu'Isabelle avait prises au cours des derniers mois. Émile et Léonie jouant dans le jardin, construisant des châteaux de neige, lisant côte à côte, Julien aidant les enfants à faire leurs devoirs, les quatre ensemble lors d'un pique-nique improvisé dans le parc, Trésor photographié quelques jours plus tôt, alors qu'Isabelle et Julien étaient allés le chercher chez l'éleveur. Sur la première page, une inscription simple « Notre famille ». Julien caressa doucement la couverture, touché au-delà des mots par ce cadeau qui cristallisait leur parcours commun. « C'est magnifique », murmura-t-il. « Merci, Isabelle. Ce n'est rien comparé à tout ce que vous avez fait pour nous, » répondit-elle doucement. « J'ai quelque chose pour vous aussi, » dit Julien en sortant une petite boîte de la poche de sa robe de chambre. « Mais peut-être préféreriez-vous l'ouvrir en privé ?» Intriguée, Isabelle prit la boîte. Les enfants, absorbés par leurs nouveaux jouets et par les facéties de Trésor, ne leur prêtaient plus attention. « Je peux » demanda-t-elle hésitante. Julien acquiesça. Isabelle ouvrit délicatement l'écrin et retint son souffle. À l'intérieur se trouvait une bague d'une élégance sobre, un saphir entouré de petits diamants sur une monture en or blanc. « Julien, » murmura-t-elle, les yeux écarquillés, « je ne peux pas accepter. »« Ce n'est pas ce que vous pensez, » la rassura-t-il rapidement. « Ou plutôt, pas exactement. Ce n'est pas une demande en mariage, pas encore. C'est une promesse que je serai toujours là pour vous et Léonie, quelle que soit la nature de notre relation. Une promesse que vous aurez toujours une place dans cette maison, dans notre famille. » Isabelle regarda la bague, puis Julien, son cœur battant à tout rompre. « Ces derniers mois m'ont fait réaliser à quel point j'avais tort, » poursuivit-il doucement. « Je pensais que le bonheur se construisait avec des choses, des possessions, des réussites matérielles. Mais ce sont les personnes qui donnent un sens à la vie. Vous, Léonie, vous avez apporté une lumière dans cette maison qui était devenue si sombre depuis le départ de Camille. » Il prit doucement sa main. « Je ne vous demande rien aujourd'hui, Isabelle. Je veux simplement que vous sachiez ce que je ressens, ce que j'espère pour l'avenir. Si un jour vous partagez ces sentiments, cette bague pourra prendre une autre signification. En attendant, considérez-la comme un symbole de ma gratitude et de mon engagement envers vous et Léonie. » Isabelle regarda la bague, puis les enfants qui jouaient avec Trésor, puis à nouveau Julien. Toutes les objections qu'elle s'était répétées pendant des mois, la différence de statut social, le « qu'en dira-t-on », la peur d'être considérée comme une opportuniste, semblaient soudain dérisoires face à la sincérité qu'elle lisait dans les yeux de cet homme. « Je la porterai, » dit-elle simplement, glissant la bague à son doigt. « Et le jour où je serai prête, je vous le ferai. » Savoir. Julien sourit, comprenant tout ce que cette acceptation signifiait, la confiance, l'espoir, la possibilité d'un avenir commun. Leur moment fut interrompu par Émile qui s'approcha, tenant Trésor dans ses bras. « Papa, on peut montrer à Trésor sa nouvelle maison dans le jardin ?»« Bien sûr, » acquiesça Julien, « mais habillez-vous chaudement d'abord, il neige encore. » Les enfants se précipitèrent à l'étage pour se changer, laissant Julien et Isabelle seuls un instant de plus. « Joyeux Noël, Isabelle, » dit-il doucement. « Joyeux. Noël, Julien, » répondit-elle avec un sourire qui promettait bien plus que des mots ne pourraient exprimer. 5 ans plus tard, la résidence Valmont résonnait à nouveau de rires et de voix joyeuses. Dans le grand jardin décoré pour l'occasion de guirlandes et de lanternes, une réception battait son plein. Des tables élégamment dressées accueillaient une centaine d'invités venus célébrer l'événement. Sur une petite estrade, Émile, maintenant un jeune homme de 15 ans au seuil de l'adolescence, s'éclaircit la gorge devant le micro. À ses côtés se tenait Léonie, gracieuse dans sa robe bleue, ses longs cheveux tressés ornés de fleurs. « Mesdames et messieurs, » commença Émile, « Léonie et moi voudrions vous remercier d'être venus si nombreux aujourd'hui pour célébrer le mariage de nos parents. » Des applaudissements chaleureux accueillirent ces mots, tandis que tous les regards se tournaient vers Julien et Isabelle, radieux dans leur tenue de mariés, main dans la main au centre du jardin.
Beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Notre histoire, poursuivit Émile. Comment, il y a 6 ans, j'ai fait le choix le plus important de ma vie en demandant à mon père d'accueillir Léonie comme ma sœur. Ce qu'il a fait, sans hésitation, bouleversant nos vies à tous pour le meilleur. Il échangea un regard complice avec Léonie qui prit la parole à son tour. « Ce que vous ne savez peut-être pas, dit-elle avec un sourire, c'est que j'avais écrit dans mon journal, quelques jours après avoir rencontré Émile, « J'aimerais tellement qu'il soit mon frère pour toujours. » Un rêve d'enfant qui semblait impossible, mais qui est devenu réalité grâce au courage d'un petit garçon et à l'ouverture d'esprit d'un homme exceptionnel. Elle se tourna vers sa mère et son nouveau beau-père, les yeux brillants d'émotion. Aujourd'hui, notre famille s'officialise enfin aux yeux de la loi, mais dans nos cœurs, elle existe depuis longtemps. Une famille née non pas du sang, mais du choix. Le choix d'aimer, de partager, de s'accepter mutuellement avec nos forces et nos faiblesses. Émile reprit la parole, sa voix légèrement tremblante d'émotion. « Papa, tu m'as offert le plus beau cadeau qu'un père puisse faire à son fils. Tu m'as écouté, vraiment écouté, quand j'ai dit ce dont j'avais besoin. Ce jour-là, tu m'as appris une leçon que je n'oublierai jamais, que les vrais trésors ne sont pas des choses, mais des personnes. » Il leva son verre, imité par Léonie et tous les invités. « À Julien et Isabelle, déclara-t-il solennellement, à l'amour qui transforme, qui guérit, qui construit. À notre famille, répétèrent les invités en 1970. Cœur, Julien attira Isabelle contre lui pour un baiser, sous les applaudissements de l'assemblée. Trésor, maintenant un majestueux Golden Retriever, aboya joyeusement comme pour ajouter sa voix à la célébration. Plus tard dans la soirée, alors que la fête battait son plein, Julien entraîna sa nouvelle épouse à l'écart dans un coin tranquille du jardin, illuminé par la lueur douce des lanternes. « Es-tu heureuse » demanda-t-il doucement, caressant sa joue. « Plus que je ne l'aurais jamais imaginé », répondit-elle avec un sourire radieux. « Si on m'avait dit, ce jour où je suis arrivée ici comme femme de ménage, que je finirais par épouser le maître de maison, tu aurais pris tes jambes à ton cou, compléta Julien en riant. Probablement, admit-elle, en se blottissant contre lui. Et pourtant, regarde-nous maintenant. Ils contemplèrent un instant leurs enfants qui dansaient au milieu des invités, Trésor tournoyant joyeusement autour d'eux. « Tu sais, dit Julien pensif, je me demande parfois ce qui serait arrivé si Émile avait choisi un autre cadeau ce jour-là. Une console de jeu, un voyage, n'importe quoi d'autre. Je crois que certaines choses sont destinées à se produire, répondit Isabelle. D'une façon ou d'une autre, nos vies auraient fini par se croiser, nos cœurs par se reconnaître. Tu deviens philosophe, Madame Valmont, la taquina-t-il tendrement. J'ai eu un bon professeur, répondit-elle en se haussant pour l'embrasser. Au loin, Émile et Léonie les observaient, bras dessus, bras dessous. Mission accomplie, murmura Émile avec satisfaction. Tu parles comme si nous avions tout planifié, rit Léonie. Pas tout, admit-il, mais avoue que mon idée de demander une sœur pour mon anniversaire était brillante. La plus brillante des idées, confirma-t-elle en posant sa tête sur son épaule. Le meilleur cadeau que tu pouvais faire à tout le monde. Et tandis que la nuit enveloppait doucement le jardin, les lanternes continuaient de briller comme autant de témoins silencieux de cette histoire extraordinaire, l'histoire d'un petit garçon qui, en demandant le cadeau le plus improbable, avait offert à chacun le plus précieux des trésors, une famille.